Blanchet, bonjour, ou bonsoir d'ailleurs, parce que c'est pratiquement la fin de journée, même s'il n'y a pas de décalage. Je crois que vous êtes à Bruxelles. Tout à fait. Merci la technologie et les réseaux. Alors on est très heureux de vous retrouver et de vous rencontrer sur Immédiat dans cette émission qui s'appelle Le Lab. Alors le format, il est vraiment d'essayer de trouver avec un expert, un spécialiste à la fois de l'analyse, du décryptage sur les nouvelles tendances, sur ce qui se passe aujourd'hui à la fois chez nous et ailleurs. Et c'est vrai que vous êtes pour ça certainement le meilleur expert pour venir parler sur Immédiat Politique. Parce que je rappelle que vous êtes à la fois enseignant, écrivain, auteur, conférencier, mais aussi fondateur d'une agence qui s'appelle Dreamocracy. Mon anglais n'est pas extraordinaire, c'est pour ça que je n'ai pas fait de carrière internationale. Mais on voit bien ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez juste peut-être nous dire en quelques mots comment est venue l'idée de ce nom où il y a effectivement un jeu de mots avec le rêve sans doute d'une meilleure démocratie. C'est ça un peu l'idée? Absolument. Merci beaucoup Frédéric pour l'invitation et bravo à Immédiat, c'est une excellente initiative, je suis ravi de contribuer. Donc oui, Dreamocracy, pour partager un petit peu comment ça s'écrit, c'est la combinaison du mot dream, en anglais, le rêve, et vous l'aurez compris, democracy, la démocratie. Donc l'enjeu, c'est de remettre du rêve dans la politique, ce qui peut paraître naïf, hein, je sais bien pour beaucoup, se faire traiter de doux rêveur, c'est un petit peu la pire insulte qu'on puisse entendre en politique. Mais justement, c'est de prendre au mot cet enjeu du besoin de réenchanter la politique et de s'en donner les moyens, avec des méthodes d'intelligence collective, de créativité, etc. Donc voilà, l'objet de Dreamocracy. Je suis basé à Bruxelles, mais je travaille beaucoup en France, je travaille beaucoup en Belgique et dans d'autres pays européens et au-delà. Et ce qui est passionnant, je pense que vous devez l'observer au quotidien, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'élus qui ont compris qu'on ne pouvait plus gouverner comme avant, c'est-à-dire au 19e, au 20e, de manière très descendante, qu'on devait s'ouvrir beaucoup plus à la diversité d'approches, de perspectives. Et donc, je ne suis qu'un épiphénomène représentatif de cette tendance de personnes qui, avec beaucoup de volonté, ont envie de réinventer la politique, de la rendre plus intelligente. Eh bien, c'est exactement ça et c'est bien l'esprit et c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous avoir parce que c'est aussi, vous l'avez compris, la ligne éditoriale de Immédiat Politique qui est de remettre l'élu et le local au centre du village, comme on dit, avec du positif, de la pédagogie, du pratique et de la proximité pour qu'on retrouve l'envie aussi peut-être de sauver notre démocratie parce qu'on pourrait presque commencer par là. C'est vrai qu'en France, mais dans d'autres endroits, on a eu des élections locales avec un fort taux d'abstention, avec des gens qui visiblement se désintéressent ou qui expriment leur colère ailleurs. Ça, c'est quand même un peu inquiétant. Est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui, par rapport à votre expérience et à ce que vous constatez ailleurs, que, allez oui, la démocratie, c'est quand même peut-être le moins mauvais ou le moins pire des systèmes, mais qu'il y a encore des choses à sauver, quoi? Vaste débat, mais vaste débat passionnant parce que on a tous en nous cette croyance que la démocratie, c'est le moins pire des systèmes et que c'est en démocratie qu'on peut arriver à trouver des solutions à terme. Mais en même temps, on a tous en nous, je crois, une crainte par rapport à ça, de se dire que les citoyens ne sont pas toujours informés, qu'ils ne sont pas toujours éclairés par rapport aux complexités des choix que doivent faire les élus et que parfois on s'en passerait bien. Donc, je crois qu'on est tous un petit peu ambigus par rapport à ça. Et en même temps, heureusement, je dirais, les universitaires, les académiques qui s'intéressent au sujet nous montrent par toutes sortes d'études que la démocratie, statistiquement, est le régime qui fait le moins de bêtises au fil du temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas élire des dirigeants autoritaires. On a des exemples d'ailleurs de démocratie proche et amie où ça fonctionne peut-être pas comme ça devrait. Tout à fait. Et on a aussi des exemples de régimes plus autoritaires qui parfois vont prendre des solutions plus efficaces, etc. Mais à terme, on a tous en nous l'intuition que la démocratie, c'est le régime qui permet de faire le pari de l'intelligence collective, c'est-à-dire de la diversité, du partage de l'information, du partage des opinions, qui à terme va faire que les erreurs des uns sont compensées par les erreurs des autres, plutôt que d'avoir quelques leaders prétendument éclairés, mais qui font des grosses bourdes. À l'avant-garde. Donc effectivement, le sens de l'histoire que beaucoup de personnes suivent aujourd'hui, et d'autres non, hein, mais c'est celui de faire le pari d'injecter plus d'intelligence collective, plus de créativité, plus de diversité dans la démocratie. Je crois que c'est ça du coup un peu le débat, c'est de se dire, bon, ok, donc ça c'est le meilleur système, mais comment est-ce qu'on fait pour aider la démocratie?
il y a à la fois la responsabilité individuelle, puis il y a aussi du collectif. Je crois que la démocratie, c'était par définition, c'est un peu comme si on revenait aux fondamentaux du pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais qu'on avait oublié d'écouter. Alors vous êtes un expert de ces sujets. Est-ce que, et vous l'avez évoqué rapidement, justement, l'intelligence collective, est-ce que ce n'est pas un des leviers possibles, d'abord? Et puis surtout, une fois qu'on a parlé d'intelligence collective, comment ça s'illustre, comment ça se raconte, comment est-ce qu'on peut aider nos élus à créer ces conditions d'une intelligence qui les guide un peu et qui les encadre? Excellente question et je vous remercie de me la poser. Parce qu'effectivement, cette question du comment, c'est celle qui me préoccupe et plus modestement, moi en tant qu'expert, comme citoyen concerné comme beaucoup, du sentiment que la politique est dévalorisée, que les efforts d'élus locaux qui trouvent énormément de solutions ne sont pas reconnus, ne se diffusent pas, n'amènent pas à réinjecter de la légitimité dans le politique. Donc, moi, j'y vois un vrai danger. Et donc, cette question du comment faire pour que on transforme des initiatives locales, de l'inventivité locale, que déploient au quotidien des élus pour faire système, pour employer le jargon, et celle qui me préoccupe. D'ailleurs, page de publicité, j'ai écrit cet ouvrage, Petit manuel de créativité politique. Qui a servi de guide pour mes questions et que j'ai apprécié particulièrement parce que c'était assez innovant. Et je crois que d'ailleurs, vous travaillez peut-être à une nouvelle version pour avoir des nouveaux exemples ou des nouvelles illustrations sur la créativité. Tout à fait, oui. Parce que je travaille à une nouvelle version parce que j'avais marqué petit manuel et au fil du temps, en essayant de répondre à la question que vous posiez, comment faire pour injecter plus d'intelligence collective dans la politique, plus de créativité, la réponse, elle n'est pas simple. Et d'où ma modestie, je ne suis certainement pas expert de la question. Ça soulève une boîte de Pandore de sujets complexes, comment on rend la politique plus efficace. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a de la créativité en politique. Et j'aime mieux employer ce mot créativité, même s'il est parfois un peu galvaudé, on imagine les séances de post-it derrière, pour certains. Mais en fait, fondamentalement, c'est ça, c'est-à-dire la capacité, nourrir notre capacité à apporter des meilleures solutions plus vite à nos enjeux de société qui sont toujours plus complexes, toujours plus nombreux. Donc, comment mobiliser notre intelligence collective à tous pour apporter des solutions plus vite, d'où le terme de créativité. Et donc voilà, le bouquin n'est pas court, effectivement, je suis en train de travailler une deuxième édition qui ira plus vite dans le diagnostic et beaucoup plus courte là et qui apportera beaucoup plus d'exemples. Là, il y a 23 exemples du monde entier de méthodes et j'en apporterai une trentaine. Tout ça pour dire que moi, ce qui me frustre en tant que citoyen, en tant qu'observateur politique, analyste ou ce qu'on veut, c'est de constater que cette inventivité locale, j'espère qu'on va parler bientôt dans un tuto de ce cas de ce maire de Seiches-sur-le-Loir, il y a une vingtaine d'années, qui a inventé ce qui a été le prémisse de maintenant l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Eh bien, ça a mis 24 ans pour passer de l'expérimentation locale à la diffusion nationale. Et j'imagine la frustration de beaucoup d'élus locaux qui, contre vents et marées, déploient beaucoup d'inventivité pour surmonter des obstacles, qu'on crée un système politique qu'il soit le catalyseur de ces initiatives, qui les repère, qui les soutienne, qui les diffuse, plutôt qu'un frein à la créativité, ce qui est le cas trop souvent. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est intéressant parce que ce que je constate, moi, quand j'accompagne les élus aussi, c'est d'une part parfois la frustration des élus vis-à-vis du système, mais aussi l'incompréhension citoyenne. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas plus vite, comment ça n'avance pas, pourquoi est-ce que des choses de bon sens ne se mettent pas en place. Et je sais aussi que vous travaillez beaucoup sur ces sujets qui sont à la mode, mais il me semble qu'on devrait en parler davantage et ça pourrait faire l'objet d'un tuto sur ces questions de la concertation, mais plus loin de comment est-ce qu'on élargit la participation citoyenne. Parce que le sujet, il est quand même là. Comment est-ce qu'on va chercher le citoyen, l'électeur, en lui disant « si, ça vaut encore le coup, si, tu vas voir, il va se passer des choses. Oui, ta voix, elle va être entendue. » C'est peut-être aussi parce que pendant longtemps, on ne les a pas écoutés ou pas entendus ou qu'on n'a pas mis en place un système fort qui fasse en sorte que le citoyen ait envie de participer. Comment est-ce qu'on résout cette espèce de contradiction apparente? Alors, il y a une forte attente de beaucoup de citoyens, pas de tous, d'être mieux écoutés en politique. Ça, on le constate, la notion de démocratie participative est très populaire. Et à juste titre, c'est un des moyens, si on le fait bien, parce qu'on peut le faire mal, on peut le faire de manière démagogique, on peut le faire de manière superficielle ou mal. Mais si on le fait bien, c'est un des moyens d'élargir la diversité des perspectives en politique. D'ailleurs,
on a beaucoup d'expérience dans ce domaine et l'OCDE récemment a sorti un rapport qui compile les enseignements tirés de centaines d'expériences en Europe au cours des années passées. J'ai même la fiche ici de synthèse des conseils de bonnes pratiques. On trouve ce rapport sur Internet. Et donc, la démocratie participative, l'association des citoyens à la réflexion, à la prise de décision, est certainement une des dimensions importantes de cette intelligence collective. Mais je tiens à insister que pour moi, tout ne passe pas par le citoyen. Ça, je suis sûr que beaucoup d'élus le ressentent. Derrière cette mode bienvenue, cet élan bienvenu, n'oublions pas, bien sûr, de toute la légitimité, toute l'importance de l'expertise sous différentes formes, au risque sinon d'entretenir le scepticisme alors qu'on voudrait réinjecter un peu de légitimité dans le jeu politique. Donc moi, l'image que j'emploie par rapport à ça, c'est pour renforcer notre capacité collective de résoudre les problèmes, il faut ce qu'on appelle l'expertise en T. C'est-à-dire, il y a la barre verticale, pardon, horizontale, qui est celle de l'expertise générale que peuvent apporter les citoyens. Les citoyens sont les experts de ce qu'ils veulent, de ce qui leur apporte du bien-être, de leur vision de l'avenir, de leur choix éthique, etc., de leurs différentes expériences de vie. Et puis, il y a des formes d'expertise verticale où certains experts ont une connaissance profonde de certains sujets, du point de vue juridique, savoir comment mettre en place des lois, du point de vue économique, du point de vue technique, etc. Et en fait, on s'est beaucoup appuyé sur certaines expertises verticales, juridiques, économiques notamment, et maintenant il s'agit d'enrichir ça et de bien combiner les deux. Donc il ne s'agit pas de mettre à la poubelle l'expertise verticale au seul profit de l'expertise horizontale. Et ça, une fois que c'est dit, ça paraît évident, mais parfois je constate en ce moment cette tendance à dire oui, citoyens, associons-les. Aujourd'hui, je participais à une conférence qu'on organisait au niveau européen pour la Commission européenne, où les citoyens sont invités à éclairer les institutions européennes sur les choix en matière de recherche sur le climat. Donc, c'est des enjeux extrêmement complexes à la base, mais en plus, là, on est dans la recherche. Et je suis un petit peu partagé, parce qu'à la fois, c'est bien qu'on demande aux citoyens leur avis sur ces choses-là, mais on arrive parfois peut-être à aller trop vite, à demander des avis sur des enjeux très compliqués sans suffisamment se donner le temps, etc. Voilà, donc, c'était aussi un peu d'ailleurs en France le débat qu'il y a eu sur la Convention citoyenne du climat, etc. Est-ce qu'ils étaient aptes, légitimes, crédibles pour le faire? Ça a donné plutôt des pistes intéressantes. Mais moi, j'avoue que je suis aussi parfois un peu comme vous. J'avais, peut-être c'est l'histoire de mon parcours, mais qu'on garde vraiment l'importance de ce mandat représentatif et que la démocratie participative n'est pas non plus à opposer à la légitimité et du suffrage et de ceux qui sont là. Et quand on parle d'intelligence collective et d'ouverture, etc., il y a aussi, nous, un sujet qui nous tient à cœur, chez Immédiat Politique, enfin vraiment moi. Et pour ce lancement, d'ailleurs, on a fait un choix qui était un choix un petit peu audacieux, mais que je trouve pertinent, c'est que j'ai invité que des élus, femmes, nouvellement élus, pour raconter aussi un peu cette histoire qui avance doucement, de la reconnaissance de cette fameuse parité qui met du temps, qui est née chez nous avec le système des quotas qui avait beaucoup été contesté. Mais je crois que vous avez aussi travaillé sur cette question justement avec des résultats intéressants. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que plus on demande à des gens, et y compris et surtout aux femmes, de devenir élus, peut-être est-ce qu'elles ont une approche différente de la politique en fait? C'est ça la question. Est-ce que ça change la manière de faire? Est-ce que cette parité a été bénéfique? Est-ce qu'on a des études, des situations, des cas que vous avez rencontrés où effectivement on a vraiment cette réponse? Oui, la parité a fait du bien à notre démocratie. Alors, l'expérience montre ce que notre intuition devine, c'est-à-dire que s'il y avait plus de femmes en politique, on aurait une politique différente. Donc récemment, le centre consacré à l'intelligence collective au MIT, donc une université très prestigieuse aux États-Unis, a montré que plus on avait de femmes dans une équipe, pas seulement politique, c'est aussi dans les entreprises, etc., plus on augmentait le quotient d'intelligence collective de l'équipe. Et c'est pas juste la parité, c'est pas 50-50, c'est mieux que 40% de femmes, 60% d'hommes, c'est
plus on met de femmes dans l'équipe, mieux c'est. Alors ça, c'est un petit peu déroutant et certainement, je ne vais pas plaider contre mon job non plus, ni le vôtre. On a aussi besoin d'hommes, bien sûr, ça serait absurde. Mais ce que les études montrent, que notre intuition devine, c'est que globalement, les femmes ont une capacité d'écoute et d'empathie qui est une très forte composante de l'intelligence collective, d'être capable de recevoir les idées des autres et de rebondir dessus, etc. Donc voilà, une qualité qu'on anticipe. Peut être chez certains hommes, mais c'est vrai aussi que, et on le voit dans l'intelligence collective, je crois qu'il y a la forme, la manière dont on entre en relation, la manière dont on écoute l'autre et dont on lui laisse une place, permet justement l'expression du fond et de l'intelligence. Et donc c'est aussi par des qualités personnelles humaines, qui sont aussi chez certains élus, qu'on peut faire avancer le système. Alors, on voit qu'il y a des tas de pistes et ça, moi je trouve que ça nous donne plein de belles perspectives pour peut-être votre participation à d'autres émissions, notamment autour d'une rubrique qu'on a qui est le tuto du pro, où sur des questions très précises, parfois on illustre à la fois très pratiquement et puis aussi peut-être avec la dimension internationale. Je voudrais qu'on puisse peut-être clôturer cette premier lab ensemble sur quelque chose du coup qui vous tient à cœur et qui était l'objet de votre livre et qui peut apparaître un peu paradoxal. C'est-à-dire comment est-ce que dans ce monde un peu fermé de la politique, comment est-ce que tout d'un coup on met de la créativité qui est plutôt associée, je sais pas, à la pub, aux agences, à la com, à quelque chose d'un peu futile. Et comment est-ce qu'on peut associer quelque chose qui a l'air sérieux et qui est sérieux avec des formes peut-être un peu plus débridées d'imagination, je ne sais pas, d'ouverture. Comment est-ce qu'on fait rimer créativité et politique aujourd'hui? Alors la réponse, elle n'est pas courte, malheureusement. On a le temps de toute façon, il n'y a pas de... Au contraire. Elle n'est pas courte et elle était plus longue que prévu. Donc, un enseignement essentiel pour moi qui a déterminé ce nom de Dreamercracy, c'est certainement que ça c'est le sous-titre du livre, libérer les audaces collectives et faire qu'on développe des solutions innovantes, il est très important de s'appuyer sur une vision mobilisatrice. Trop souvent, on esquinte la phase on va l'appeler rêve, mais on peut l'appeler vision, on peut l'appeler définition des objectifs, etc. Trop souvent, on escamote un temps important consacré à ceci pour aller trop vite dans des batailles relativement techniques autour d'options technocratiques, plus ou moins comme ci, plus ou moins comme ça, etc., sans saisir toutes les opportunités que l'enjeu pourrait développer. Je vais donner un exemple, peut-être qu'on aura l'occasion de le creuser. La ville de Bogota, il y a une vingtaine d'années, la ville avec le plus haut taux de meurtres du monde, drogue, très faible collecte des taxes, etc. Eh bien, plutôt que de s'attaquer à chacun de ces problèmes de manière individuelle, eh bien, deux maires successifs se sont concentrés sur des visions et des enjeux qui ont permis de prendre les défis de manière globale. Voilà. Je le laisserai en mode un petit peu général de cette manière, mais cet enjeu de s'autoriser à être utopique et ce qui peut être libérateur d'énergie, libérateur de solutions et in fine gagner du temps. Voilà. Oui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que peut-être un message de pré-conclusion qu'on peut donner aux maires et aux élus qui nous écoutent, qui viennent d'être élus. C'est-à-dire qu'à la limite, prendre le temps de réexpliquer, de retravailler le récit, la vision, etc., ça fait non seulement gagner du temps, mais ça permet peut-être que ce soit plus durable. On n'est pas obligé de faire tout de suite avec cette espèce de mode un peu de l'accélération, du zapping, des premières décisions symboliques. Ils ont le temps devant eux pour prendre le temps d'associer et de faire rêver de nouveau un peu leurs électeurs, en fait. Oui. En ayant bien conscience que c'est pas facile et que les élus sont sous beaucoup de pression, des médias, des attentes des citoyens. Donc il y a une part de pédagogie nécessaire autour de ça. C'est aussi ce que j'essaie de faire. Mais ces transformations culturelles, sociales, etc., elles se font pas rapidement. Mais elles se font plus facilement une fois qu'on a ouvert l'enjeu, dégager une vision mobilisatrice. Donc ça, si je devais mettre l'accent sur un enseignement de tous les cas que j'ai exploré, de cette
ville suédoise qui a dû se réinventer parce qu'elle est au-dessus d'une mine et qu'elle va s'effondrer, ou de la ville de Bogota, ou des territoires zéro chômeur de longue durée ou autre, ou de la Suède qui à un moment dit on va avoir une politique zéro mort sur les routes, plutôt que juste sécurité routière avec des bénéfices incrémentaux. C'est cette envie qui est générée au départ. Et de donner l'exemple et de croire aussi à ce qu'on raconte. On voit, Steven, qu'on pourrait passer beaucoup de temps parce que les sujets sont vastes. Mais je voulais que dans ce premier numéro, on ait déjà comme une mise en appétit parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à se retrouver régulièrement. Et donc, vous remercier d'avoir été présent et d'avoir participé à l'aventure du lancement de Immédiat Politique et d'avoir testé avec nous ce premier format du Lab. Et puis, on se donne rendez-vous avec vous et avec d'autres, avec tous ceux qui nous écoutent, pour une prochaine émission. Et donc, je vous dis merci beaucoup et ciao Bruxelles, à très vite. Bravo Frédéric, bravo Immédiat, à bientôt. Merci beaucoup Steven, au revoir.